Un fragment de côte de baleine a récemment été découvert dans une mine de Caroline du Nord. Cela pourrait sembler anecdotique. Pourquoi une baleine ne pourrait-elle pas être un mineur de fond, après tout? Cependant, ce morceau fournit aux scientifiques une opportunité rare d'étudier les interactions entre des requins préhistoriques et des baleines datant de 3 à 4 millions d'années. Ce fragment de côte présente 3 marques de dents, révélant que cette baleine a été mordue par un animal possédant des mâchoires extrêmement puissantes. D'après l'espacement des marques, qui atteint près de 6,3 cm, il est possible qu'il s'agisse d'un requin à grandes dents, tel que le mégalodon, ou d'une autre espèce de requin ayant vécu à cette époque. La courbure de la mâchoire du requin indique que l'animal était relativement petit, avec une taille estimée entre 4 et 6 mètres. Quant à la baleine, elle semble avoir été l'ancêtre d'une baleine bleue ou à bosse. Les chercheurs sont stupéfaits. Il est rare de trouver des traces d'interaction et de comportement animal aussi bien préservés sous forme fossile. Après avoir analysé l'échantillon, ils ont conclu que ce requin avait dû repartir avec une bouchée conséquente, mais que la baleine avait survécu, car la majeure partie du fragment fossile était recouverte d'os métaplastiques. Cette matière osseuse se forme rapidement en réponse à une infection localisée. Il n'est pas particulièrement robuste et est ultérieurement remodelé par le corps en tissu osseux compact, un processus qui prend du temps. La présence de cet os indique que la guérison était incomplète, et la baleine est décédée 2 à 6 semaines après cette rencontre malheureuse. Toutefois, il est également possible que sa mort ne soit pas directement liée à l'infection et à la blessure. Seuls quelques fossiles témoignent de telles interactions entre animaux anciens. On retrouve souvent des marques de morsures sur les fossiles, indiquant où l'animal est décédé et où sa carcasse a été dévorée. Mais ce vestige est l'un des rares à illustrer non seulement une blessure infligée par un autre animal, mais aussi à démontrer que la proie a survécu. Tous les fossiles suscitent l'enthousiasme des paléontologues. Et oui, ces gens devraient peut-être sortir de chez eux plus souvent. Mais certains fossiles peuvent sembler terrifiants aux yeux du grand public. Prenez par exemple cette image montrant des bras tentaculaires et des têtes octogonales. Lors de sa première apparition dans les médias, de nombreux internautes ont avancé qu'il s'agissait d'un organisme ancien, venu de l'espace. D'autres ont estimé que toute l'histoire n'était qu'une imposture. Pourtant, l'image est aussi authentique que le fossile. Ce fossile est connu sous le nom de plaque de mortalité, une représentation fossilisée d'un événement d'extinction massive touchant une ou plusieurs espèces. En réalité, ce fossile renferme plus d'une douzaine de spécimens d'un type d'organisme marin appelé crinoïde. Contrairement à leur apparence, les crinoïdes n'étaient pas des plantes mais des animaux marins. Cette espèce particulière vivait profondément sous l'eau, sur le fond océanique. Les crinoïdes étaient apparentés aux étoiles de mer, aux oursins et aux ophiures. Ces créatures pouvaient s'ancrer au fond marin grâce à des tiges composées de disques flexibles et poreux, reliés par des tissus mous. Ces tiges étaient creuses et abritaient le système nerveux de l'animal. Les crinoïdes absorbaient l'oxygène par le biais de pieds tubulaires à parois fines. Généralement, ces animaux mesuraient plus de 20 cm de long et possédaient 5 bras ornés de structures semblables à des tentacules plumeux. Ils se nourrissaient de plancton et de matière organique à la dérive. Bien que ces découvertes fossiles soient tout à fait fascinantes, peu de créatures dont nous avons les fossiles ont autant intrigué les scientifiques que le monstre de Tully. Cette étrange créature marine présentait un museau denté ressemblant à une trompe et des yeux écartés le long d'une tige rigide. Mais le plus étrange, c'est qu'il demeure impossible à classer. Depuis la découverte du monstre en 1966, les chercheurs ont envisagé diverses hypothèses concernant son identité, telles que des vers segmentés, des limaces nageuses ou des créatures primitives ressemblant à des anguilles. Plus récemment, certains ont tenté de le relier à des espèces de poissons dépourvus de mâchoires et dotés d'une structure semblable à une colonne vertébrale. Une équipe de scientifiques japonais a utilisé des scanners laser haute résolution pour analyser en 3 dimensions l'anatomie des fossiles du monstre de Tully. Ils en ont conclu que ce fossile énigmatique pourrait finalement être celui d'un invertébré. Toutefois, l'identité véritable de cette créature est toujours indéterminée. Dans les années 1950, un chasseur de fossiles amateur nommé Francis Tully découvrit l'empreinte étrange d'un organisme en forme de torpille, avec une immense nageoire caudale dans les gisements fossilifères de Mason Creek, en Illinois. N'ayant jamais observé de créature semblable, Tully rapporta sa découverte au Musée Field d'Histoire naturelle de Chicago. Les paléontologues de l'institution furent également déconcertés. Depuis lors, les scientifiques n'ont toujours pas réussi à situer cette créature sur l'arbre phylogénétique. En 1741, l'explorateur et capitaine Vitus Jonasson Bering dirigea une expédition visant à cartographier la côte de l'Alaska.
Le navire sur lequel il se trouvait fit naufrage sur ce qui est devenu l'île de Bering. La moitié de l'équipage survécut grâce à la découverte d'une énorme vache de mer, ou Hydrodamalis gigas. Avec la viande de ces animaux pour leur donner des forces, les marins parvinrent à construire un petit radeau à partir des débris et à rentrer chez eux. Au cours du voyage de retour, un scientifique au sein de l'équipage consacra son temps à documenter les animaux et les plantes découverts. La vache de mer était particulièrement remarquable car sans elle, l'équipage n'aurait pas survécu. Ces animaux mesuraient plus de 8 mètres de long et pesaient environ 10 tonnes. Toutes les vaches de mer appartenaient à l'ordre des Sirenia, des mammifères marins plus proches des éléphants que des vaches. Le savant les décrivit comme ayant la peau noire, une petite tête et des membres antérieurs trapus. Ces vaches de mer flottaient à la surface de l'eau en se nourrissant d'algues. Une fois l'existence de ces animaux rendue publique, les expéditions de traite de fourrure ont commencé à exploiter ce dépôt très pratique en route. Les vaches de mer, étant très dociles et faciles à chasser, ont été exterminées à peine 27 ans après que le scientifique en a eu parlé. Cependant, ce n'est pas la partie la plus triste. Les archives fossiles révèlent une histoire beaucoup plus sombre. Des fossiles ont ainsi été retrouvés à travers le monde, du Japon jusqu'au Mexique. Cela indique que ces animaux prospéraient autrefois dans les vastes champs de varech qui entouraient l'ensemble du bassin Pacifique Nord. La population réduite découverte par l'expédition constituait probablement les derniers vestiges d'une population beaucoup plus grande et en bien meilleure santé. Il est fort probable que la chasse pratiquée par les populations aborigènes avait déjà réduit le nombre de ces animaux à un niveau proche de l'extinction. Le coup fatal aura été porté par les chasseurs occidentaux. Aujourd'hui, les proches parents encore vivants de ces anciennes vaches de mer sont rarement chassés, mais ils sont eux-mêmes menacés d'extinction. Pour certains, ce fossile étonnant peut paraître quelque peu troublant. Les numulites sont les fossiles d'animaux dont le nom signifie « petite pièce » en latin. Ces créatures vivaient et prospéraient dans une mer chaude et peu profonde qui recouvrait une partie de l'Égypte il y a environ 40 millions d'années. Le nom « numulites » laisse entendre que les plus grands spécimens étaient particulièrement prisés à travers l'histoire. Et dans le folklore égyptien, ils sont même surnommés « la monnaie des anges ». Ces créatures possèdent une structure simple et unicellulaire, qui contraste avec leur squelette extrêmement complexe. Observez cette série de spirales superposées. Chaque spirale est divisée en d'innombrables chambres minuscules, et les numulites peuvent atteindre jusqu'à 10 cm de diamètre. Pourtant, ce sont des fossiles d'animaux unicellulaires, apparentés aux amibes. Comment ont-ils donc pu atteindre une telle taille? La raison pourrait se trouver dans leur relation symbiotique avec d'autres organismes plus petits. Pour les espèces modernes, ces symbiotes sont des algues unicellulaires dorées, appelées diatomées. Les coquilles des numulites étant relativement transparentes et plates, elles offrent une grande surface pour la lumière nécessaire à la photosynthèse des diatomées. Pour des raisons encore débattues par les scientifiques, la présence de symbiotes végétaux chez les animaux marins favorise la croissance d'un squelette calcaire chez les hôtes. Ainsi, la taille colossale des numulites en Égypte pourrait être attribuée à leur étroite relation avec des diatomées symbiotiques. Cela vous semble plausible? Fait intéressant, les espèces de numulites ont évolué très rapidement, et leurs fossiles se sont altérés d'une couche de sédiments à l'autre. Ainsi, le calcaire utilisé pour les pyramides de Gizeh est si riche de ces fossiles qu'il est désigné sous le nom de calcaire numulitique. Ce calcaire contient également deux types de numulites, les petites lentilles des esclaves et les grandes monnaies des anges. Cependant, il ne s'agit pas de différentes espèces, mais plutôt de différentes étapes du cycle de vie d'une seule et même créature.